Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi l'histoire officielle du 19e siècle craque de toutes parts dès qu'on lui applique un peu de logique? Toute notre vie, on nous a raconté des histoires d'hommes simples en bottes et en chapeaux haut de forme qui, armés seulement de burins, de marteaux et de la traction chevaline, ont érigé des structures d'une telle complexité que nous aurions du mal à les reproduire aujourd'hui, même avec des grues à tours, des niveaux laser et la modélisation informatique. Il subsiste un sentiment tenace que l'humanité a été trompée, globalement, cyniquement et de manière très professionnelle. Mais tout mensonge, aussi grandiose soit-il, laisse toujours des traces d'incohérence. Et si nous suivons ces traces, nous pouvons découvrir l'un des secrets les plus sombres de l'époque dite victorienne. Au milieu du 19e siècle, partout dans le monde, comme sur l'ordre d'un chef d'orchestre invisible, des constructions gigantesques et incroyablement complexes en verre et en métal ont soudainement commencé à surgir. Londres en 1851, New York en 1853, Munich en 1854, puis Madrid, Sydney et Saint-Pétersbourg. La géographie de ce phénomène est stupéfiante. Les historiens officiels nous assurent catégoriquement qu'il ne s'agissait que de pavillons d'exposition. Mais dès que l'on réfléchit à cette affirmation, elle s'effondre. On nous demande de croire que des empires ont dépensé des ressources colossales, des milliers de tonnes de fonte, des millions de mètres carrés de verre d'élite, juste pour construire un bâtiment pour 6 mois, y tenir une exposition de réalisation agricole, puis le démonter ou, ce qui est encore plus suspect, le laisser brûler jusqu'aux fondations en quelques heures. Une telle approche contredit toute logique économique. Construire une structure de la taille de plusieurs terrains de football, dépenser le budget d'un petit État juste pour montrer au public des produits industriels et des plantes exotiques pendant une courte période, est le comble du gaspillage. Tout pouvoir, qu'il s'agisse d'une monarchie ou d'une république, est pragmatique jusqu'à la moelle. Si quelque chose est créé à un tel coût, cela doit apporter des avantages concrets, tangibles et à long terme qui dépassent l'investissement. Pourtant, on continue de nous parler de pavillons temporaires, ignorant le fait que la technologie de l'époque, selon les manuels scolaires, ne permettait pas de réaliser de tels projets avec une telle facilité et une telle rapidité. Nous nous transportons dans une époque où, officiellement, il n'y a pas d'électricité, pas de soudure, pas de camions lourds et pas d'ascenseur hydraulique. Le monde entier repose sur des rivets, des boulons et la vapeur. Et pourtant, devant nous se dressent des bâtiments qui ont un siècle d'avance sur leur temps. Cette dissonance entre le niveau de développement officiel et les objets réels ne peut être cachée. Nous regardons ces miracles architecturaux, mais nous manquons souvent l'essentiel, ce qui est caché derrière la façade de l'admiration. Et ce qui s'y cache, c'est l'impossibilité mathématique de leur existence dans les délais annoncés et avec les technologies déclarées. Pour comprendre l'ampleur de cet écart, nul besoin d'être professeur d'histoire. Il suffit de prendre une calculatrice et de comparer les chiffres connus, qui ne laisseront rien debout de la version acceptée des événements. Regardons les chiffres précis en prenant l'exemple du Crystal Palace à Hyde Park à Londres pour voir toute la profondeur de cette incohérence historique. Les statistiques officielles indiquent la longueur de la structure était de 564 mètres, la hauteur de 33 mètres et la surface totale atteignait près de 74 000 mètres carrés. Ce sont des échelles comparables aux terminaux des aéroports internationaux modernes. Et on nous demande de croire que ce miracle colossal d'ingénierie a été érigé en seulement 9 mois. 9 mois. Même aujourd'hui, la construction d'un centre commercial standard en béton prend plus de temps. Imaginez maintenant le milieu du 19e siècle. Pas d'électricité, pas de soudure, pas de grue à tours ni de camions. Tout reposait exclusivement sur la force physique, les rivets et les boulons. Si l'on en croit les rapports, seulement 2000 hommes travaillaient sur le chantier. Ici, une mathématique impitoyable entre en jeu. Pour respecter les délais, les ouvriers auraient dû installer des milliers de panneaux de verre et de poutres en fonte chaque heure sans s'arrêter une seconde, ni pour dormir, ni pour manger. C'est physiquement impossible, même avec une organisation du travail parfaite. Mais plus choquante encore est la logistique des matériaux, en particulier le verre. Nous parlons de 300 000 feuilles de qualité élite. À cette époque,
le verre plat restait un produit de luxe, et sa technologie de production était incroyablement complexe et lente. La méthode industrielle d'étirage du verre n'existait pas encore. Le verre était soufflé à la main. Un maître prélevait une masse en fusion sur un tube, soufflait un énorme cylindre, qui était ensuite coupé et aplati dans des fours. C'était un travail infernal, donnant de petites feuilles souvent troubles et remplies de bulles d'air. Pourtant, sur les photos du palais, nous voyons d'immenses panneaux parfaitement transparents de taille standardisée. Pour produire un tel volume à la main en quelques mois, il aurait fallu une armée de souffleurs de verre plus grande que la population d'une grande ville, et des montagnes de charbon dont la fumée aurait noirci le ciel de toute l'Angleterre. Cependant, il n'y a aucune trace d'une telle mobilisation industrielle. Cela ne mène qu'à une seule pensée. Le verre n'a pas été produit spécifiquement pour le palais au XIXe siècle. Il a soit été pris dans des entrepôts géants laissés par une autre époque, soit les technologies de production étaient complètement différentes et cachées du grand public. Il en va de même pour la charpente métallique. Des milliers de tonnes de fonte devaient être coulées, transportées et assemblées. Les chemins de fer de l'époque étaient des lignes à voie unique, avec des locomotives à vapeur de faible puissance. Transporter un tel volume de métal en si peu de temps aurait paralysé le système de transport du pays. Pourtant, les journaux de l'époque sont muets sur un quelconque effondrement logistique. Les cargaisons apparaissaient sur le site comme par magie. Et qui dirigeait ce processus impossible ? L'architecte crédité de la conception d'un bâtiment en avance sur son temps est Joseph Paxton. Pas un ingénieur de renommée mondiale, pas un professeur d'architecture, mais un simple jardinier au service du duc de Devonshire. La version officielle dit que c'est son expérience dans la construction de serres qui lui a permis de créer le projet du Crystal Palace. Et ici, les historiens, sans le vouloir, nous donnent un indice crucial. Ils disent la vérité, mais nous ne sommes pas toujours prêts à l'entendre. Cette structure était vraiment une serre, une gigantesque serre industrielle. La conception créait un microclimat spécifique à l'intérieur. Température stable, humidité élevée et protection contre les rayons ultraviolets tout en permettant un maximum de lumière naturelle. Ce sont des conditions idéales pour la croissance. Mais on n'y cultivait pas des palmiers et des fleurs exotiques pour plaire aux yeux de la reine. Construire une installation de la taille de plusieurs terrains de football et dépenser le budget d'un petit État pour des ficus est économiquement insensé. Les conditions à l'intérieur ont été créées pour quelque chose de bien plus complexe et significatif. Prêtez attention aux conditions climatiques qui étaient artificiellement maintenues à l'intérieur de ces structures grandioses. Les schémas d'ingénierie et les descriptions conservées témoignent que la conception des palais de cristal créait un effet de serre parfait et puissant. L'espace intérieur assurait une température élevée, stable, une humidité accrue et une protection fiable contre les rayons ultraviolets, tout en maintenant un accès maximal à la lumière naturelle. On nous dit que c'était nécessaire pour le confort des visiteurs et pour présenter les réalisations industrielles. Mais comparons ces conditions avec les objets exposés. Les salles exposaient des machines, des locomotives à vapeur, des structures métalliques, des tissus et des tapis coûteux. Tout technologue confirmera que pour le métal, une humidité élevée est une condamnation à mort. La corrosion commence à détruire les mécanismes instantanément. Pour les tissus, les peintures et les tapisseries, un environnement humide est fatal, car il provoque moisissure et pourriture. Pourquoi maintenir un microclimat tropical à Londres pour une exposition de fer et de textiles ? Cela défie le bon sens de la conservation. Cependant, pour les processus biologiques, la chaleur et l'humidité sont la base absolue de l'existence. Si nous considérons ces bâtiments non pas comme des musées, mais comme des laboratoires géants, le système de chauffage excessif et les étranges réservoirs d'eau déguisés en fontaines prennent une logique effrayante. C'étaient des conditions idéales pour la croissance accélérée d'organismes vivants. Nous abordons ici un autre mystère global du XIXe siècle, que la science officielle préfère contourner, l'incroyable explosion démographique. Après les événements étranges et catastrophiques du début du siècle, que de nombreux chercheurs alternatifs appellent le déluge de boue ou la catastrophe climatique de 1812-1816,
la population de la Terre commence soudainement à croître de manière exponentielle. Des villes qui, à en juger par de vieilles gravures, étaient à moitié vides et enterrées sous la terre, se remplissent soudainement de millions d'habitants. D'où venaient-ils en si peu de temps? On nous raconte des histoires romantiques selon lesquelles les femmes de l'époque donnaient naissance à 10 ou 15 enfants et qu'ils grandissaient tous avec succès. Mais les statistiques et les réalités de l'époque disent le contraire. Le niveau de la médecine était extrêmement bas, les conditions sanitaires dans les villes étaient monstrueuses et il n'y avait ni antibiotiques ni produits d'hygiène de base. Dans de telles conditions, le taux de survie des nourrissons était critique. L'accroissement naturel de la population ne pouvait physiquement pas produire les chiffres que nous voyons dans les rapports officiels du milieu du siècle. Les mathématiques des taux de natalité et de mortalité ne concordent pas si l'on utilise uniquement le facteur de la reproduction naturelle. Ce paradoxe a une explication qui peut sembler fantastique, mais qui s'intègre parfaitement aux spécifications techniques des palais de cristal. Si la population ne pouvait pas se rétablir naturellement à une telle vitesse, cela signifie que son nombre a été augmenté artificiellement. Ces bâtiments, appelés palais pour le peuple, étaient en réalité des incubateurs pour sa création. Des espaces vides géants, remplis de lumière et d'humidité, servaient d'usines pour cultiver de la masse biologique, de nouveaux humains destinés à remplacer la population perdue dans la catastrophe et à devenir la main-d'œuvre de la nouvelle ère industrielle. Et les preuves de ce processus ne se limitent pas à l'architecture seule. Si les nouveaux humains ne naissaient pas dans des familles, mais étaient produits de manière centralisée, il fallait bien les répartir sur la planète. Et nous trouvons des traces de cette logistique dans le déplacement massif d'enfants, transportés par trains entiers à travers le monde. Si la théorie du repeuplement artificiel semble trop audacieuse, l'histoire nous fournit des faits impossibles à ignorer et qui exigent une explication. Au milieu du XIXe siècle, en même temps que l'apparition des palais de cristal, un phénomène effrayant d'orphelinat de masse émerge dans le monde entier. Dans les villes, de Londres à New York, des centaines de milliers d'enfants sans abri apparaissent soudainement. On les appelait les enfants trouvés, et l'ampleur de ce phénomène était industrielle. Rien qu'aux États-Unis, entre 1854 et 1929, un programme connu sous le nom de Train des orphelins a fonctionné. Plus de 250 000 enfants ont été transportés des métropoles surpeuplées de l'Est vers le Midwest pour peupler des territoires vides. Une question logique se pose. D'où venait cette armée d'enfants sans parents? Où sont leurs pères et leurs mères? Les chroniques historiques de cette période précise ne mentionnent ni guerre mondiale massive, ni épidémie de peste qui aurait pu décimer la population adulte en tel nombre, tout en laissant les enfants en vie. Ces orphelins apparaissaient comme sortis de nulle part. Ils remplissaient les orphelinats à ras-bord, ils étaient chargés dans des trains et envoyés vers l'inconnu, pour devenir de nouveaux fermiers, ouvriers d'usine, soldats. Ils n'avaient pas de passé, ils ne se souvenaient pas de leurs racines. Ils étaient des ardoises vierges, idéales, des rouages prêts à l'emploi pour le nouveau système économique construit sur les ruines de l'ancien monde. Chacun peut trouver confirmation de cet étrange fossé générationnel dans sa propre histoire familiale. Essayez de construire votre arbre généalogique en vous appuyant sur de vrais documents d'archives et des actes de naissance, et non sur des légendes familiales. La plupart des chercheurs se heurtent inévitablement à un mur effrayant datant d'environ 1850. Pour 90% de la population mondiale, l'histoire familiale s'arrête exactement à cette date, ou légèrement plus tard. Avant ce moment, le vide et l'obscurité. Soit les registres manquent, soit les archives ont brûlé, soit les ancêtres apparaissent dans les documents déjà adultes sans lignée enregistrée. La science officielle met cela sur le compte de l'analphabétisme paysan et de la mauvaise conservation du papier. Mais pourquoi cette perte de mémoire a-t-elle un caractère aussi global et planétaire? Pourquoi coïncide-t-elle dans le temps avec la construction de serres géantes et la soi-disant révolution industrielle? Un autre maillon de cette chaîne de preuves réside dans les expositions elles-mêmes, tenues dans ces mêmes palais de cristal. À la fin du XIXe siècle, lors d'expositions en Europe et en Amérique,
ont montré ouvertement au public des incubateurs pour nourrissons, couveuses. Cela était présenté comme un miracle de la médecine, comme une sorte d'attraction. Les gens payaient pour regarder des bébés prématurés allongés dans des boîtes en verre chauffées. Mais peut-être n'était-ce pas une démonstration d'une technologie future avancée, mais la légalisation des restes d'un programme massif du passé. Lorsque le besoin de production humaine à l'échelle industrielle s'est estompé, l'équipement n'a pas été détruit immédiatement, mais monétisé, transformé en spectacle. On nous a montré la pointe de l'iceberg, appelée attraction, pour cacher le véritable objectif, bien plus global, de ces appareils. Cependant, cultiver un corps physique n'est que la moitié de la tâche. Cette énorme masse de gens, dépourvus de mémoire ancestrale et d'attache, devait être organisée. N'ayant pas de passé, il fallait leur donner une fonction, un but et une place dans le rang. Le matériel biologique était prêt, mais pour que le système fonctionne pleinement, il fallait télécharger le logiciel. Et c'est à ce moment précis que commence un processus sans précédent de standardisation sociale et de programmation de la conscience. Si vous avez cultivé des millions d'unités biologiques dans des conditions artificielles, vous êtes inévitablement confronté à la tâche suivante, tout aussi complexe. Elles doivent être socialisées et intégrées dans le modèle économique. Les vases vides doivent être remplis. Il faut télécharger un système d'exploitation de base dans leur conscience, leur donner une langue, inculquer des compétences pour entretenir les mécanismes et surtout, créer une fausse mémoire d'un passé qu'ils n'ont jamais eu. C'est précisément au milieu du 19e siècle, simultanément au lancement des palais de cristal, qu'une unification totale se produit sur toute la planète. Le monde, auparavant coloré et chaotique, passe à des normes uniques comme si on avait appuyé sur un interrupteur. Le système métrique est introduit, les tailles standards de briques et les largeurs de voies ferrées sont approuvées, et le temps est synchronisé. Mais l'outil le plus puissant de cette unification devient l'introduction du modèle prussien d'éducation scolaire. On a l'habitude de nous dire que cela a été fait pour l'instruction des masses, mais le véritable objectif était bien plus pragmatique. L'école de cette époque n'est pas un temple de la science, ni un lieu pour développer le potentiel créatif. C'est une chaîne de montage d'usines rigide. La cloche pour le cours, la cloche pour la pause, la discipline stricte, le par cœur mécanique et les uniformes identiques. Tout cela sont des éléments de programmation. Les biorobots, sortant des chaînes de montage des incubateurs, devaient apprendre à obéir aux signaux et à suivre les instructions sans poser de questions inutiles. L'identification de ces nouveaux citoyens était également purement utilitaire. Regardez les noms de famille qui apparaissent en masse dans les documents de l'époque. Smith, forgeron, Miller, meunier, Taylor, tailleur, Carpenter, charpentier. Des millions de personnes reçoivent soudainement des noms de famille dérivés de professions. Ce ne sont pas des noms ancestraux portant la mémoire des générations, mais des étiquettes d'inventaire. Tu travailles dans une forge, tu seras Smith. Tu moues de la farine, tu seras Miller. C'est la désignation fonctionnelle d'une bio-unité dans la nouvelle chaîne de production. Ces gens n'avaient pas d'histoire familiale, alors le système leur a attribué une fonction au lieu d'un nom. Cependant, le processus de croissance accélérée n'a pas été sans conséquences pour la physiologie. Le produit avait souvent des défauts. La technologie de maturation rapide avait des ratés, et les corps des nouveaux humains s'avéraient fragiles et sujets à une usure rapide. Une étude des catalogues d'exposition des palais de cristal révèle un détail choquant. À côté des métiers à tisser, des prothèses étaient exposées en quantité énorme. Des bras artificiels, des jambes, des yeux de verre et des fausses dents occupaient des stands entiers. L'histoire officielle tente d'expliquer cela comme les conséquences des guerres, mais aucun conflit mondial majeur n'était en cours à ce moment précis. Pourquoi le temps de paix avait-il besoin d'une telle quantité de pièces de rechange pour les humains ? La réponse réside dans l'imperfection physique des organismes cultivés. Leurs dents tombées, leurs membres lâchés et leur système osseux faible ne pouvaient pas supporter les charges. Prêtez attention à la mode victorienne, corsets rigides et hauts cols amidonnés. Ce n'est pas juste du style, c'est une nécessité. Une colonne vertébrale faible et des muscles dorsaux sous-développés chez des créatures cultivées peut être
dans des conditions de gravité différentes ou dans l'environnement aquatique d'un incubateur, nécessitaient un soutien externe. Le corset servait d'exosquelette, sans lequel les corps se brisaient simplement. C'était une époque de cyborgisation forcée, cachée derrière la dentelle et le drap. Tout ce système global, des serres incubateurs géantes aux écoles-usines et aux usines de prothèses, nécessitait une quantité colossale d'énergie. Maintenir un climat tropical dans des millions de mètres cubes d'espace, assurer la circulation des liquides et alimenter les mécanismes en utilisant uniquement du charbon et de la vapeur aurait été impossible. Les cheminées fumantes auraient recouvert les villes d'une couche de suie en une semaine. Mais les palais brillaient de propreté et l'air autour d'eux était frais. Cela signifie que la source d'énergie était différente, puissante, propre et omniprésente. Et pour comprendre d'où venait l'électricité à une époque prétendument préélectrique, nous devons regarder la physique des bâtiments eux-mêmes sous un angle différent. Laissons de côté le lyrisme architectural et tournons-nous vers la physique sèche et impitoyable des matériaux. Si nous considérons le Crystal Palace non pas comme un objet esthétique, mais comme un dispositif technique, une image complètement différente s'ouvre à nous. L'histoire officielle prétend que le bâtiment était composé de verre et de fer. Du point de vue de l'ingénierie électrique, le verre est un diélectrique, isolant, et le fer est un conducteur. Lorsque vous alternez d'énormes masses de diélectriques et de conducteurs, sous la forme d'une structure en dôme complexe, vous obtenez non pas un pavillon d'exposition, mais un condensateur géant. La forme même du bâtiment, rappelant un guide d'onde voûté, et les matériaux utilisés indiquent qu'il s'agissait d'un dispositif d'accumulation d'énergie. Mais quelle énergie! Les prises électriques telles que nous les connaissons n'existaient pas encore. L'éclairage au gaz dans de tels volumes aurait été un risque d'incendie et inefficace. Pourtant, les contemporains décrivaient les palais comme rayonnants, la lumière pénétrant chaque recoin. L'explication la plus probable est que la structure elle-même accumulait l'électricité atmosphérique, l'énergie de l'éther, sur laquelle Nikola Tesla a écrit plus tard, et qui a été si diligemment effacée des manuels académiques. Si ce bâtiment était une centrale électrique ou une station de survie, alors la théorie de l'incubateur reçoit une puissante justification technique. La culture d'organismes biologiques dans un environnement artificiel nécessite de l'énergie, et beaucoup. Pour maintenir des températures stables, pour les systèmes de ventilation et surtout pour la circulation de l'eau. Le système de fontaine du Crystal Palace est une énigme d'ingénierie distincte. Des jets d'eau montaient à une hauteur de près de 100 mètres. Créer une telle pression nécessite une puissance colossale. Officiellement, on nous parle de machines à vapeur cachées dans des tours. Mais les machines à vapeur du 19e siècle étaient des monstres rugissants, crachant des nuages de fumée noire et de suie. Les visiteurs, cependant, décrivaient le silence et un air cristallin à l'intérieur et autour du palais. Pas de suie sur le verre, pas de vacarme. Cela signifie que les pompes fonctionnaient sur un principe différent, utilisant probablement cette même énergie atmosphérique. Et l'eau était fournie par des réservoirs souterrains géants dont nous ne pouvons que deviner l'existence. Nous arrivons ici à ce qui est caché à la vue, les fondations. Pour une structure de cette envergure, une fondation s'enfonçant à des dizaines de mètres de profondeur est nécessaire. Cependant, une attention étrangement faible est accordée à cela dans les rapports de construction, comme si le colosse avait simplement été posé sur l'herbe. Cela ne devient possible que dans un cas, si les fondations et les niveaux souterrains existaient déjà là depuis des centaines ou des milliers d'années. Les palais de cristal n'étaient qu'une superstructure, des dômes installés au-dessus de l'infrastructure survivante d'une ancienne civilisation. Rappelez-vous la caractéristique étrange des bâtiments du 19e siècle dans de nombreuses villes du monde, les rez-de-chaussée enfoncés dans le sol. On nous explique que c'est la couche culturelle, mais il est impossible de croire que les gens n'ont pas nettoyé la saleté pendant des siècles jusqu'à ce qu'elle recouvre leurs fenêtres. Les bâtiments sont enterrés dans la terre, ce sont les traces d'une catastrophe mondiale, le soi-disant déluge de boue. Les palais de cristal ont été érigés au-dessus de ce chaos, se connectant aux communications souterraines préservées de l'ancien monde, tunnels, collecteurs et systèmes de tubes pneumatiques.
Les nouveaux maîtres de la vie n'ont pas construit cette machine à partir de zéro. Ils ont simplement trouvé un moyen de l'allumer. Les palais serres en haut recevaient la lumière du soleil et l'énergie de l'éther. Les niveaux souterrains fournissaient la logistique et les ressources. Et entre eux se déroulait le processus continu de création de l'homme de service. Le système fonctionnait globalement et sans faille, remplissant sa tâche de repeuplement de la Terre. Mais à la fin du 19e siècle, quelque chose a mal tourné. Le mécanisme, qui fonctionnait comme une horloge, a soudainement été arrêté de la manière la plus radicale. Pourquoi le projet incubateur, pour lequel tant de ressources ont été dépensées, a-t-il été fermé et détruit d'urgence ? Le bug du système s'est produit à la fin du 19e siècle. Peut-être qu'une masse critique de « nouveaux humains » avait été atteinte, ou que le produit biologique commençait à montrer des signes de comportement incontrôlables. Mais les marionnettistes ont pris la décision d'un nettoyage total. Le projet incubateur avait rempli sa tâche, et les laboratoires géants, devenus inutiles, se sont transformés en preuves dangereuses. Les empires devaient effacer les traces de leur origine et réécrire l'histoire une fois pour toutes. Le scénario de liquidation choisi fut le même pour tous les continents, le feu. Mais ce n'était pas le genre de feu qui démarre d'une lampe à pétrole renversée ou d'une étincelle perdue. Regardez les chroniques des soi-disant grands incendies de Chicago, Boston ou Seattle avec les yeux d'un ingénieur, pas d'un profane. Les rapports officiels regorgent d'absurdités, mais les preuves physiques parlent de l'utilisation de technologies d'une puissance extrême. Les blocs de granit des fondations et des quais ne se sont pas simplement fissurés sous la chaleur, ils ont fondu. La pierre a coulé comme de la pâte à modeler, se transformant en une masse vitreuse informe. Les structures métalliques se sont évaporées, ne laissant que des contours fantomatiques, tandis que les bâtiments en bois et les journaux en papier à quelques pâtés de maison de l'épicentre restaient intacts. Les températures requises pour faire fondre le granit ne peuvent être obtenues par la combustion ordinaire de bâtiments urbains. Ce n'était pas une catastrophe naturelle, mais une opération ciblée utilisant des armes à énergie dirigée, détruisant les centres des vieilles villes en étoiles et les palais de cristal. La destruction de ces structures majestueuses avait aussi un autre objectif économique. Les dômes et les flèches des palais servaient de récepteurs d'électricité atmosphérique, un éther pur, infini et surtout gratuit. Au tournant du siècle, un changement forcé de l'ordre technologique s'est produit. L'humanité a été mise sous perfusion d'hydrocarbures. Le pétrole, le charbon et le gaz sont des ressources qui doivent être extraites avec un travail acharné, transportée et vendue. L'énergie de l'éther ne peut pas être mise dans un baril, restreinte par un tuyau ou vendue contre de la monnaie. Elle ne peut pas être contrôlée par un compteur. Par conséquent, les technologies d'électricité gratuite ont été déclarées pseudosciences et les générateurs, les palais de cristal, ont été transformés en tas de scories fondues. On nous a inculqué que les cheminées d'usines fumantes sont un symbole de progrès, tandis que l'énergie propre du passé est un mythe. Nous sommes devenus esclaves des tarifs, sans jamais soupçonner que la civilisation sur les ruines de laquelle nous vivons recevait la lumière et la chaleur directement de l'air. L'opération de substitution de la réalité a été brillante. De hideuses boîtes en béton ont été rapidement érigées sur les cendres des serres. La mémoire du déluge de boue et des incubateurs a été effacée en littéralement 2 générations, remplacée par un substitut tiré des manuels scolaires. Mais le système a laissé des marque-pages indélébiles. Le code génétique de ceux qui ont été cultivés dans les éprouvettes de Paxton porte une bombe à retardement. Nous sentons que ce monde n'est qu'un décor. Lorsque nous regardons des statues antiques ou des ruines majestueuses avec une nostalgie inexplicable, ce n'est pas seulement un sentiment esthétique qui parle en nous. C'est une recherche subconsciente de la vérité. C'est une douleur fantôme pour un âge d'or perdu et pour nos véritables créateurs, quels qu'ils fussent. Nous vivons dans une maison que nous n'avons pas construite et utilisons des choses dont nous avons oublié les principes de fonctionnement. Mais l'intuition nous dit « Autrefois, nous étions quelque chose de plus que du simple personnel de service sur cette planète. »